Quand ma mère avait fini de moudre son grain, qu'elle avait recueilli la farine dans un petit couffin, elle se glissait près de moi pour se reposer enfin. Depuis quelques années, elle était devenue très pieuse. Elle s'était rendue chez un cheikh célèbre qui lui avait donné un chapelet et chaque fois qu'elle avait un moment de libre, elle priait. Elle ne disait jamais une mauvaise parole. Tous les matins levés avant l'aube, elle allait à la fontaine et remplissait les 2 jarres des mosquées du village. La mosquée d'en haut et la mosquée d'en bas, afin que les fidèles qui viendraient à la prière puissent faire des ablutions. Cela fait, elle allait à la source d'eau douce et rapportait sur son dos plusieurs cruches pleines pour l'usage de la maison. Quand elle arrivait, je dormais encore. Elle allumait le feu, cuisait les galettes pour la journée et en donnait à manger à mes frères avec du petit lait, après quoi ils partaient au champ. Quand je me réveillais, je trouvais ma part ainsi qu'une corbeille de figues fraîches que mon frère avait rapportées dans la nuit. Ma mère avait fait son ouvrage. Elle avait nettoyé l'étable des bêtes, porté du fumier au champ que nous avions près du village, et elle était repartie ramasser les figues jusqu'à l'heure chaude de la journée. À ce moment, mes frères rentraient aussi pour repartir au champ après la forte chaleur. Alors je les accompagnais pour m'asseoir sur le seuil de la source. Eux, ils ramassaient les figues, les étalaient une à une sur les claies de roseaux. Ils s'étaient fait un petit gourbi de branchages sous le plus haut chêne, et ils y dormaient à tour de rôle afin d'écarter les voleurs. Dans le jardin, nous cueillions des haricots tendres, des courgettes, des feuilles d'oignon frais. Et ma mère, en arrivant le soir, faisait le mokfoul, les légumes cuits à la vapeur, recouverts de couscous. Quand le tout était à point, elle le versait dans le grand plat qui servait à rouler le couscous et l'arroser d'huile vierge. Elle remuait le mélange avec des cuillères en bois et nous nous mettions à manger. Le reste, elle le gardait pour celui qui irait au champ de meilleure heure que les autres. Le mercredi, l'un de mes frères allait au marché et rapportait de la viande. C'est tout ce qu'on achetait au dehors. On vivait exclusivement sur les propriétés. Toutes les vacances s'étaient déroulées de la même manière. Déjà, les figues, rentrées en grande partie, occupaient beaucoup d'espace dans la maison. Août était passé, septembre déjà très entamé. J'étais pas malheureuse. Ma mère, mes frères me laissaient tranquille, mais je me disais toujours, que vais-je faire? Que vais-je devenir? Jusqu'à quand pourrais-je rester dans cette maison? Mon frère aîné était fiancé et devait bientôt se marier. Quand ma mère était absente, j'allais parfois chez une voisine. Toutes m'étaient secourables, car je berçais parfois un bébé qui refusait de dormir. Une vieille femme, à la figure agréable, mais aux paupières rougies par je ne sais quelle maladie, avait coutume de me dire « Que Dieu fasse sortir ton soleil des nuages ». Et je répondais « Amin ». Fin septembre, je reçus soudain une lettre de madame Malaval, m'invitant à rentrer en classe. Quelle joie ce fut pour moi! Quelle délivrance! Le 30 septembre, mon frère était allé au marché et avait apporté de la viande pour que je fasse un bon repas. Je mis toutes mes affaires dans ma cantine et je recommandai à ma mère de me réveiller de bon matin avec les étoiles. Je partis de très bonne heure. Ma mère était triste. Elle s'était habituée à ma présence et sa maison était bien gardée quand elle était forcée de s'absenter. Elle m'embrassa tendrement et me souhaita bon voyage. Je courus à nouveau le trajet coutumier. Je fis la descente à la fraîcheur, mais comme chaque fois, j'eus les rayons brûlants dans la nuque.
Tu beau chercher les endroits d'ombre, il n'y avait pas d'ombre. J'avançais avec joie dans le chemin qui va du fort à mon école. Il était fleuri, avec les feuilles commençaient à jaunir. Les chèvrefeuilles et les clématites pendaient en guirlandes, bientôt desséchées. Cependant, je regardais avec délice toutes ces choses que j'avais pensé ne jamais revoir. Quand j'arrivais à l'école, c'était encore trop tôt, à peine 9 heures du matin. Quelques élèves m'avaient devancé. Les autres se présentèrent dans la journée. Certaines ne revinrent pas. Nous étions, je crois, 7 ou 8 en tout. Charlotte, Alice, Inès et moi, ainsi que Renée, Maria, Juliette. Aussitôt, je sentis la précarité de la situation. Pas de maîtresse, sauf Madame de Laval. Il y avait un nouveau garçon, l'ancien était parti à Mekla pour gérer quelques parcelles de terrain et une maison de 4 ou 5 pièces. Madame Malaval avait acheté un petit bien et avait fait transporter tous ses meubles personnels. Le nouveau garçon faisait les commissions et même la cuisine. Je ne puis dire combien de jours nous sommes restés inactives à attendre je ne sais quoi. Je repris mes promenades au ruisseau. Je montai jusqu'à la vieille maison abandonnée, gérée comme une âme en peine, d'un endroit à l'autre. En effet, nous dûmes nous séparer pour quelques jours. On n'avait pas eu le temps de prévenir les miens pour qu'ils viennent me chercher. Aussi, Madame Malaval m'envoya-t-elle à Mekla, à la famille de son gérant. Je partis avec Juliette et son frère, qui se rendaient aux Esquelili. Madame Malaval pensait que la dispersion des élèves ne durerait que quelques jours. Elle l'avait même confié à une famille d'instituteurs qu'elle connaissait, les Gérardot. Je ne sais pas juste combien de jours j'ai passé à Mekla. La famille où j'arrivais se composait du mari, de la femme, une ancienne élève de l'école, de leurs 2 enfants. Il y avait aussi le frère et la sœur du mari, celle-ci d'une laideur impossible à décrire. À l'école, nous l'appelions la chinoise. Le frère, lui, était idiot, tout juste bon à garder un troupeau et encore. Je tâchais de me rendre utile, je mangeais avec eux la même nourriture. Par chance, il y avait dans l'unique pièce un tas de figues. De temps à autre, quand j'avais faim, j'en prenais une. Comme ces provisions venaient de la part dévolue à la directrice, je ne lésais pas mes hôtes. L'automne était déjà avancé et on avait commencé les labours. M. Wahmitouche, le gérant, avait pris un khames, dont la femme avait confectionné, avec de la terre et de la paille, un akoufi, une jarre pour mettre le grain futur. Le jour du premier labour, elle avait fait un plat de gros couscous de blé avec beaucoup de fèves. C'est ce qu'on appelait dans ce pays avissar. Jour après jour, le temps passait. Je gardais et je berçais le plus petit enfant quand sa mère était occupée, et je chantais des romances pour m'endormir. Couché sous le berceau, à même la terre, je revivais mon existence passée, me demandant toujours avec angoisse ce qui allait advenir de moi. Mais la jeunesse est optimiste, et je ne me désolais pas. Toujours avec regret, j'évoquais mes souvenirs. Beaucoup de choses oubliées me revinrent alors à la mémoire. D'abord les grandes promenades à dos de mulet vers Eit Hichem pour aller voir notre compagne institutrice. C'était pendant l'hiver, pour les vacances du mois de janvier, je crois. De part et d'autre de la route du Durdura, il y avait des morceaux de neige. On avait dû à coups de pelle et de pioche frayer un sentier. Et assis sur les montures, nous touchions la neige de nos pieds. Je me souviens aussi du jour où un ministre de l'instruction publique devait visiter l'école. Les grandes étaient allées dans les ravins cueillir des feuillages et avaient fait un arc de triomphe pour le recevoir. Mais le ministre ne vint pas. Nous étions allés à sa rencontre jusqu'à Fort-National, chaussures d'espadrilles, plus ou moins dépareillées,
et nous étions revenus trempés. Je repensais au couscous de semoule du dimanche que les grandes roulaient joyeusement. Avec le reste du grain et de la sauce, elles faisaient avdir urksoul, que nous mangions tout ensemble dans le grand plat qui servait à rouler le couscous. Je berçais ainsi ma peine et mon inquiétude en même temps que l'enfant au berceau. Je suivais aussi mes hôtes au lavoir du village. Je n'ai guère d'autres souvenirs. Les journées s'écoulaient monotones, et je vivais toujours dans le passé et dans la crainte de l'avenir. C'est à ce moment-là que me vint un rêve que je considérais comme une prophétie. Je me trouvais dans un ravin profond, l'eau coulait claire, et des deux côtés, à droite comme à gauche, je voyais 2 murailles de glace lisse. J'essayais en vain de grimper le long des murailles. Mes efforts étant demeurés vains, je m'étais couché au bord du ruisseau, attendant la mort sans doute. Soudain, je vis planer au-dessus de ma tête un oiseau immense aux ailes déployées. Je le regardais tournoyer avec terreur. Je le vis enfin descendre des nues, s'approcher de moi et me soulever. J'ignore combien de temps je restai sur ses ailes. Il survola bien des villages, bien des rivières, et me déposa enfin sur un plateau où se dressait l'hôpital de Michelet avec ses arcades. Alors je me réveillai. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris mon rêve. C'est dans cet hôpital que devait s'accomplir mon destin. Quelques semaines après, je reçus un mot de madame Malaval, m'enjoignant de partir avec Juliette, que son frère devait ramener à l'école. Juliette vint le lendemain. Autant j'étais contente, autant elle paraissait triste. Je revis donc de nouveau ma chère école. Quand j'arrivai, je la trouvai à peu près vide. Cependant, les quelques élèves qui en faisaient partie rentrèrent peu à peu. Madame Malaval était très sombre. Elle avait offert au directeur de l'enseignement de se retirer, si c'était à cause d'elle qu'on voulait fermer l'école, et son sacrifice avait été accepté. La direction avait nommé une autre femme pour la mettre à la tête de l'école. Nous restâmes quelques semaines, peut-être un mois à attendre. Nous refaisions des cours de dictée, des problèmes, comme si de rien n'était. Puis un jour, madame Malaval nous dit « La nouvelle directrice arrive ». Ce fut un grand déchirement que cette séparation. Pour elle surtout, car pour moi, je n'ai compris que plus tard l'étendue de son renoncement. Nous lui dîmes adieu en pleurant. Je ne l'ai plus revue. Je n'ai plus entendu parler d'elle, sauf une fois. Je ne sais si ce fut au printemps 1896 ou 97. Elle était revenue pour nous revoir, mais madame Sahuc, la nouvelle directrice, nous avait enfermés dans la classe pendant qu'elle la recevait, et ce n'est qu'après son départ qu'elle nous apprîmes sa visite. Elle avait essayé de voir M. Combes, qui à l'époque était ministre de l'Instruction publique, lors d'une inspection en Algérie. Il refusa, paraît-il, de lui donner audience. M. Combes était venu à l'école, avait félicité madame Sahuc de notre tenue, nous avait promis à chacune 10 francs et un nécessaire de couture. Mais à son retour à Paris, il avait été renversé, et nous attendons toujours son nécessaire de couture. Madame Sahuc était une élève de Méliana qui avait dû se présenter au professorat. Elle considérait Tête del Toufla comme un pis-aller. Elle était originaire, son mari du moins, de Blida. Et il avait des propriétés. Il venait de temps à autre retrouver sa femme, mais la plupart du temps, il vivait dans sa ferme. Dès que je la vis, j'eus l'intuition que je ne l'aimerais jamais. La façon dont elle s'était conduite à l'égard de ma première directrice m'avait outré, et je ne lui ai jamais pardonné de n'avoir pas permis ce que nous lui disions adieu pour la dernière fois. Car ce fut la dernière fois que j'entendis parler de madame Malaval. Je ne connaissais pas son adresse, je n'ai jamais pu me mettre en rapport avec elle, mais dans le fond de mon cœur, je lui ai conservé un culte, le culte du souvenir et toute l'affection dont je suis capable.
La vie reprit comme par le passé. Il y eut une cuisinière, un garçon pour les courses et une adjointe qui vint aider madame Sahuc pour les classes. Mais je crois qu'elle avait reçu des ordres pour orienter d'un autre côté notre instruction. Il ne fallait pas de nous des institutrices. Il ne fallait pas faire de nous des institutrices. Elle fit acheter de la laine pour le garçon, on la fit laver enfin. Enfin, dit-elle, pour que nous apprenions à filer et à tisser. Il y eut parmi nous qui firent de la belle laine. Elles avaient du goût à cela, mais moi, je ne sais pourquoi, cela ne me plaisait pas. On faisait rarement la classe, et nous ne fûmes jamais présentés à aucun examen. Quand j'avais un moment, je m'évadais vers le ruisseau. Il était à quelques pas de l'école. Je revoyais les tapis de boutons d'or et de pâquerettes. Il y avait aussi des fleurs, comme des yeux bleus. Une fois encore, les aubépines fleurirent sur les haies et les roncières se chargèrent de mûres. Je retournai au bois de chêne et je remplissais mes poches de glands quand j'étais petite et que j'avais faim. Maintenant, nous n'avions plus faim, mais l'atmosphère était intenable et il me semblait, pour mon compte, que ce que j'avais aimé allait finir. Cependant, les choses traînèrent jusqu'en juillet 1897. Nous avions vécu cette année dans l'incertitude. Les élèves dévissaient entre elles de choses et d'autres. La couverture mise sur le métier avait été tissée plutôt mal que bien. 2 élèves avaient été chassés pour s'être battus une nuit. Moi, j'amassais des souvenirs. Je reparcourais les 2 sentiers. À droite, pour un tournant, le chemin moins escarpé servait exclusivement aux maîtresses. À gauche, sans tournant, le sentier raide comme une échelle était dévolu aux élèves. Et maintenant, nous étions libres de passer de n'importe quel côté. J'ai pensé souvent depuis aux jours glacés où, levé avant l'aube, il fallait grimper ces sentiers pour aller à l'école, à l'étude, à la lumière d'une lampe fumeuse. À quoi bon toute cette peine, me dis-je? À quoi bon ces souffrances? À quoi cela aurait-il servi? J'arpentais maintenant ces grandes classes vides où mon enfance s'était écoulée. Je contemplais l'une après l'autre ces images de la fable de La Fontaine qui ont tapissé les murs. Le héron au long bec, le loup et la cigogne, le renard et le bouc, l'enfant et le maître d'école. Toutes ces fables, je les avais apprises par cœur. Pendant 10 ans, je m'étais assis sur ces bancs. À quoi cela avait-il servi? Durant l'été 1897, j'ai été malade, une fièvre intense, due, je crois, à une insolation. Pendant plus de 15 jours, j'ai gardé le lit. Et il me semble encore aujourd'hui sentir battre mon cœur contre le bois du lit. Jamais madame Sahuc ne s'était penchée sur moi. Jamais elle ne m'a fait apporter une tisane. Et quand je priais les élèves de faire moins de bruit, elle me disait « Fais l'expérience de la souffrance ». Seule, Dervia Maria s'approchait de moi pour savoir si j'avais besoin de quelque chose. Je lui demandais de tremper mon mouchoir dans le vinaigre. Cela m'abrutissait et je m'en rendormais. Ce n'est qu'au bout de 2 ou 3 semaines que j'ai enfin caché de quinine. Je me relevai très faible et revins petit à petit à la vie. Fin juin, on nous enjoignit de préparer toutes nos affaires, car dès le mois de juillet, nous devions retourner dans nos familles, l'école devant être dissoute pour toujours. L'inspecteur d'académie qui avait dit « Elles ne sont pas laides, elles se marieront », ignorait que le Kabyle se méfie instinctivement de la femme instruite. Au début de juillet, mon frère vint me chercher. J'avais dit adieu à toute l'école et à ses alentours, et revu mon ruisseau. Mais cette année, parce que malade, sans voler de prunes ou de poires chez Fatima Al-Hammou, j'avais dit adieu aux chênes, aux figuiers, aux classes, aux dortoirs, avec des lits faits de 3 planches. Je m'étais arrêté encore une fois devant les images des fables de La Fontaine qui ornaient les murs, les bassins où j'avais été si souvent douché, toute cette nature qui avait assisté immuable à mes chagrins nombreux et à mes joies très rares.
Je dis adieu pour toujours à Fadel-Touffellah. J'embrassai les élèves, saluai Madame Sahuc et tournai le dos à ce qui avait été mon enfance et mon adolescence. La suite, demain. Vous pouvez vous abonner.